Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur les entraîneurs. Ils sont beaux et récents. Voici un premier point commun entre Nagelsmann et Simone Inzaghi, leur parcours. Des idées diffusées, appliquées et de la réussite, actuellement à la Lazio et à Leipzig. Mais serait-ce le même scénario sur le banc du PSG ? Bienvenue. 32 ans, plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga et de la Ligue des Champions. Une phrase suffirait pour se rendre compte de la précocité de Nagelsmann. Beaucoup de précocité mais autant de crédibilité, lui qui entraîne certains joueurs plus vieux que lui. Les blessures devenues récurrentes mettent un point final à la carrière de joueur de Nagelsmann à seulement 20 ans. 8 ans plus tard, Stevens, l'entraîneur d'Hoffenheim, démissionne pour des raisons médicales, remplacé par Nagelsmann. Hoffenheim reste alors sur une série d'une victoire en 10 matchs lorsque Nagelsmann arrive sur le banc de touche. La suite, un maintien assuré et une qualification historique pour les barrages de la Ligue des Champions l'année suivante qu'Hoffenheim dispute pour la première fois de son histoire. Pour sa 3e saison, Hoffenheim termine 3e en championnat et se qualifie directement pour la Ligue des Champions. C'est le 19 septembre 2018 qu'il devient le plus jeune entraîneur à diriger une équipe en Ligue des Champions. Quelques mois auparavant, Leipzig annonçait que Nagelsmann sera son entraîneur à partir de la saison 2019-2020 et le Real Madrid en faisait sa priorité pour remplacer Zidane. Lucide et patient, Nagelsmann repoussera les avances de la Casablanca. Il est donc entraîneur de Leipzig depuis le début de la saison en cours et son dernier exploit en date, c'est bien évidemment cette double masterclass qui a mis KO un certain Mourinho. En gros, l'élève qui donne une leçon au maître. Mais s'il en est arrivé là, ce n'est pas par hasard. Derrière l'image du mordu de tactique qu'il dégage se cache un entraîneur qui mise aussi sur le côté humain. En effet, Nagelsmann est un entraîneur très proche de ses joueurs. Il a d'ailleurs permis à certains de briser le plafond de verre qu'on leur attribuait. Et ici, on peut penser à Christopher Nkunku qui s'éclate sous les ordres de Nagelsmann. Maintenant, au niveau tactique, la première chose que l'on pourrait dire, c'est qu'il est flexible. Et ça, c'est une certitude. Déjà parce que depuis le début de son aventure à Leipzig, il a expérimenté 10 schémas de jeu. Et ensuite parce qu'en cours de match, il n'hésite pas à faire certains ajustements tactiques. Ça nous rappelle un certain Thomas Tuchel, tout ça. D'ailleurs, Nagelsmann a déjà travaillé avec Tuchel lorsqu'il était à Augsbourg en 2008. Alors une diversité dans les schémas de jeu, mais si on devait n'en choisir qu'un, ce serait le 3-5-2, que l'on peut aussi assimiler à un 3-4-1-2 à Leipzig. La première des caractéristiques du jeu produit par les équipes de Nagelsmann, c'est la vitesse, caractérisée par des transitions rapides, que ce soit à la perte ou à la récupération du ballon. Nagelsmann demande à ses joueurs de fournir un gros travail pour harceler l'adversaire le plus haut possible sur le terrain, ce qui est la caractéristique de la plupart des équipes d'aujourd'hui. Avec ballon, on pourrait retenir deux choses. Un jeu de position et de la verticalité. En effet, si on observe Leipzig avec ballon, on remarque plusieurs échelles de joueurs positionnés sur le terrain en 3-3-2-2, ce qui permet au ballon de remonter sur la verticalité bien évidemment. Mais comme tout entraîneur qui prône un football moderne, Nagelsmann demande aussi de travailler sur la largeur avec des latéraux positionnés haut et près de la ligne de touche pour un bloc assez étiré que ce soit dans son équipe ou chez l'adversaire. Sans ballon, Nagelsmann veut le surnombre dans l'entrejeu pour que l'adversaire ait le moins de solutions possible. Se faire prendre entre les lignes est aussi une hantise chez lui. Et puis à la perte du ballon, on retrouve le fameux contre-pressing que je vous présentais dans la vidéo sur Jürgen Klopp. Mais celui de Nagelsmann vise à empêcher l'adversaire de jouer court pour récupérer la possession en cas de jeu long. Si Klopp et Guardiola veulent étouffer l'adversaire, Nagelsmann veut l'étourdir. À la relance, il mise beaucoup sur des profils de défenseurs relanceurs capables de créer le danger sur un ballon. Le gardien a aussi son importance dans cet exercice à l'image d'Oliver Baumann lorsqu'il était à Hoffenheim. Maintenant, à l'entraînement, il mise beaucoup sur l'intelligence de jeu et veut que ses joueurs soient capables de traiter le plus d'informations possible, même sous pression, n'hésitant pas à les sursolliciter à l'entraînement. Donc Nagelsmann demande une répétition des courses à haute intensité mais mise beaucoup sur l'aspect cognitif de ses footballeurs. Il pense que l'on peut aller encore plus loin dans le football moderne. Allez, pour conclure, la philosophie de jeu de Nagelsmann repose sur une récupération rapide du ballon avec pour objectif, dans la foulée, d'accélérer le jeu par des transitions rapides vers l'avant. Au niveau individuel, on peut noter qu'il a une faculté à tirer ses joueurs vers le haut assez impressionnante. C'est d'ailleurs pour cela qu'il réussit autant à Leipzig, parce qu'il sait repousser encore un peu plus haut les limites de ses joueurs qu'il entraîne. Sabitzer en illustration. Mais on peut aussi s'intéresser à Nkunku qui stagnait au PSG et qui s'est complètement transcendé depuis que Nagelsmann l'entraîne. Son rôle d'électron libre derrière les deux attaquants que sont Werner et Schick la plupart du temps, personne n'aurait pu lui prédire une telle importance quand il était à Paris, que ce soit chez nous ou dans un autre club. Voilà pour Nagelsmann qui est la sensation du moment et que certains aimeraient voir au PSG.
Quoi qu'il en soit, il ne fait pas du tout partie des profils associés au PSG dans l'éventuelle succession de Thomas Tuchel pour le moment. Certains me l'ont demandé, alors je vous ai proposé cette petite analyse sur lui qui représente bien la nouvelle génération d'entraîneurs. C'est un crack. Maintenant, quant à sa réussite dans un gros club, il y a encore beaucoup trop d'incertitudes. Pour vous donner mon avis personnel, je dirais que sans enlever quoi que ce soit à ce que fait Nagelsmann, je ne pense pas que ce soit l'entraîneur sur lequel Paris doit miser. Nous sommes arrivés à un stade du projet où l'impatience commence à prendre de l'ampleur autour du club, et prendre Nagelsmann serait un risque énorme, voire inconsidéré, d'embellir cette impatience. Et puis, bien évidemment, je reste échaudé par les expériences récentes comme celle d'Unai Emery qui, à l'image de Nagelsmann, s'est montré capable de grandes choses dans un club de second plan. Maintenant Emery, on sait tous que dans un grand club ça n'a pas fonctionné. Nagelsmann, on ne sait pas si ça fonctionnerait, et à partir du moment où il y a de l'incertitude dans un dossier, on peut s'attendre à une petite perte de temps. Rappelons aussi qu'il n'a que 32 ans et peut encore entraîner pendant peut-être 30-35 ans. Qu'il ne se précipite pas, nous non plus. Allez, maintenant on va s'intéresser à un nom qui est déjà associé au PSG depuis un petit bout de temps maintenant. En effet, Leonardo veut faire marcher son réseau en Italie pour renforcer le PSG, et dans cette optique, c'est Simone Inzaghi qui serait dans les petits papiers du directeur sportif parisien. Mais pourquoi attire-t-il l'attention d'un club comme le PSG? D'abord parce que ses résultats à la Lazio Rome sont excellents. En effet, il profite de l'imbroglio autour de Marcelo Bielsa pour prendre place sur le banc de la Lazio Rome en 2016. Inzaghi est nommé en avril 2016 entraîneur de la Lazio Rome, mais 3 mois plus tard, Marcelo Bielsa devient le nouvel entraîneur de la Lazio pour 2 jours. Inzaghi était censé aller entraîner la Salernitana, un autre club présidé par le patron de la Lazio en série B. Mais Bielsa n'est jamais monté dans l'avion pour Rome et a démissionné de son poste d'entraîneur le 8 juillet 2016, 2 jours après sa nomination. Du coup, Inzaghi peut le remercier, puisqu'il en a profité pour s'installer définitivement à la tête de la Lazio Rome et devenir un vrai bon coach, avec déjà 3 trophées remportés depuis 2016 et cette saison remarquable que son équipe est en train de réaliser, 2e à 1 point du leader turinois en Serie A. En effet, il remporte la Super Coupe d'Italie en 2017 et en 2019, ainsi que la Coupe d'Italie en 2019. Mais au-delà des trophées glanés, Inzaghi a réussi à inculquer la culture de la gagne chez ses joueurs, mais il a aussi réussi à mettre en place sa philosophie de jeu. À la différence de Nagelsmann, il a son dispositif favori, un dispositif qui n'est pas inconnu pour nous les Parisiens, puisque c'est le 3-5-2, dédicace à Lolo, qui nous manque quand même. Son premier principe de jeu est très singulier. En effet, à la différence de Guardiola qui aime les échanges de passes même lorsqu'il y a prise de risque, Simone Inzaghi base son jeu avec ballon sur l'alternance entre jeu long et jeu court. Et c'est à partir de là que l'on peut comprendre l'animation de ses équipes sur le terrain. Il mise sur une grosse densité à l'intérieur du jeu. 2 latéraux en diagonale sur le rectangle vert, des défenseurs qui ont un rôle crucial avec le ballon et bien évidemment une bonne complicité chez les joueurs qui vont devoir proposer devant. Mais ce jeu long a ses limites, c'est ce qui fait la force de la Lazio, mais les adversaires peuvent y remédier soit en prenant du recul pour permettre une optimisation de l'anticipation, soit en jouant très haut le hors-jeu et donc empêcher les relanceurs de distribuer mais en prenant le risque de laisser des espaces. C'est ainsi qu'Inzaghi veut aspirer l'adversaire lorsqu'il a le ballon en jouant court. En effet, ce n'est pas le genre d'entraîneur qui va demander à avoir la balle le plus haut possible sur le terrain pour se rapprocher rapidement du but, mais il compte sur les failles de l'adversaire. Il veut qu'au milieu de terrain, le jeu soit posé et veut donc aspirer les adversaires qui seront potentiellement attirés par le ballon, que ces joueurs doivent distribuer en profondeur dès qu'un appel est réalisé et que l'adversaire est remonté d'un cran. Mais attention, s'il n'étouffe pas l'adversaire, Inzaghi veut tout de même que son équipe soit positionnée dans la moitié de terrain adverse et combine par la présence de joueurs entre les lignes. Dans les 30 derniers mètres, il a 2 exigences, la formation de jeu en triangle et l'efficacité, qui est incarnée par Immobilier. Il mise aussi sur les centres et son équipe en réalise près de 15 par match en moyenne. Donc Meunier, fais gaffe, s'il arrive, ça risque pas d'augmenter tes chances de rester qui sont déjà toutes petites. Sans ballon, Inzaghi exige une grosse rigueur tactique, il travaille énormément son plan de jeu, et le principe d'Inzaghi en situation défensive, c'est la défense de zone. En effet, les joueurs ne se déplacent pas en fonction des individus, mais en fonction du ballon, en suivant le système maintenant classique du coulissage. Il ne demande pas forcément un pressing très intense de la part de ses joueurs offensifs, mais il veut qu'ils redescendent assez bas pour emprisonner le milieu de terrain adverse. On retrouve ici son principe de densité à l'intérieur du jeu. Mais l'objectif reste de récupérer le ballon sur les côtés. Ces joueurs doivent forcer l'adversaire à coulisser avec la balle pour se créer la supériorité numérique dans les couloirs. Son bloc n'est pas très haut,
on est plus sur un bloc médian, voire bas. Comme je vous le disais, il n'est pas très énergivore dans le pressing, mais il veut que les joueurs qui sont proches du porteur aillent lui fermer ses angles de passe. Et enfin, Inzaghi apporte de l'importance aux transitions défensives et offensives. Il veut de son équipe une capacité à se projeter facilement par la puissance et le volume physique. C'est d'ailleurs ça qui fait la force de Milinkovic-Savic, un joueur clé qui tourne à plein régime sous Simone Inzaghi. La contre-attaque est une des principales forces de la Lazio d'Inzaghi, qui ne néglige pas la créativité et l'esthétisme pour le respect du spectateur, à l'inverse de Diego Simeone par exemple. Ce qu'il fait à la Lazio est remarquable et à 43 ans, Simone Inzaghi fait partie de la nouvelle génération d'entraîneurs qui pourraient dominer la planète foot dans un futur proche. Leonardo a coché son nom pour remplacer Tourelle en cas de départ, c'est sûr. Maintenant, à l'instar de Nagelsmann, est-ce qu'Inzaghi a assez de crédibilité pour entraîner un club comme le PSG ? Pour vous donner mon avis, je resterai fidèle à la fameuse phrase qui dit qu'un entraîneur doit venir au PSG avec son palmarès et pas pour s'en faire un. Et dans cette optique, Inzaghi n'est pas le profil idéal pour Paris puisque son expérience dans les très grandes compétitions et au sein d'un vestiaire de stars confirmés est limitée, voire quasi nulle. Je fais partie de ceux qui veulent un entraîneur confirmé et qui ferait l'unanimité auprès des joueurs avant tout. Inzaghi n'est pas un entraîneur confirmé. Il y a 5-6 ans, peut-être que tenter le pari aurait été intéressant, mais depuis, nous avons perdu assez de temps dans le projet que les Qataris mettent en place depuis presque 10 ans désormais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette vidéo sur la nouvelle génération d'entraîneurs. Une génération qui peut nourrir de grandes ambitions, mais qui sera capable, sans aucun doute, de faire évoluer le football encore plus loin dans la modernité. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et me donner ton avis sur ces deux entraîneurs dans l'espace commentaire. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!